Je devrais pas mettre mon verre aussi près de tous mes électroniques, tant pis. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo fit and fun. Et non, absolument pas de fit parce que je suis tout seul et pas fun parce qu'on va parler d'un sujet d'actualité internationale. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va se poser la question de savoir est-ce que l'OTAN veut déclencher une troisième guerre mondiale. Alors juste pour préciser, quand je dis troisième guerre mondiale, ici je parle d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Et pour ça, on va répondre à d'autres questions. Par exemple, pourquoi l'OTAN continue d'exister ou encore pourquoi ils font leur plus grand exercice depuis la guerre froide. Donc voilà, ça me paraît déjà assez complexe et dense comme sujet pour pouvoir m'arrêter seulement à ces deux acteurs, mais on va quand même mettre le gros focus sur l'OTAN. Si jamais ce genre de thématique t'intéresse, je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne pour rester au courant des prochaines sorties de vidéos, mais aussi si jamais tu as des sujets que tu voudrais voir en vidéo, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Aussi, sache que toutes les sources se trouvent en description et comme d'habitude, je t'invite à les consulter. Comme d'hab, on va commencer par les bases. L'OTAN, ou NATO en anglais, ça veut dire l'Organisation du Traité Atlantique Nord. Outre le fait que ça a un nom complètement éclaté, c'est une organisation qui a été créée en 1949 et qui, en gros, est une alliance politique et militaire et qui réunit actuellement 31 pays. À l'heure où je tourne cette vidéo, la Suède ne fait pas encore partie de l'OTAN, mais ça ne saurait tarder, donc ils vont probablement être 32. Le plus gros joueur de cette organisation, c'est bien évidemment les États-Unis, parce qu'ils donnent de 1 le plus d'argent et de 2 le plus de matériel. C'est à peu près la seule chose qu'ils savent faire. En gros, les pays qui sont membres de l'OTAN coopèrent dans le domaine de la sécurité et de la défense, et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est une mise en commun des forces militaires de ces différents pays au sein même d'une seule et unique organisation. C'est aussi une organisation qui a une vocation politique, c'est-à-dire qu'ils sont censés s'entendre aussi et ils sont censés un peu parler plus ou moins d'une même voix dans les institutions internationales. Je dis bien censé parce que dans la réalité ça n'arrive absolument jamais et l'exemple le plus probant et le plus actuel reste quand même la position de la Turquie et des États-Unis sur la guerre Israël-Palestine où les deux pays sont littéralement aux opposés. Et donc en 1949, c'est la guerre froide. L'URSS existe et donc l'OTAN, en fait, il sert à répondre et à équilibrer les forces militaires vis-à-vis du bloc soviétique. C'est assez simple comme idée et comme concept. Le but originel, il a été assez bien défini par Lord Ismay, je sais pas vraiment comment on dit, qui est le premier secrétaire de l'OTAN, qui a déclaré que le but de l'alliance, c'était de garder les Russes à l'extérieur, les Américains à l'intérieur et les Allemands sous tutelle. Pour le petit aspect théorie des relations internationales un peu chiant mais toujours intéressant, il faut savoir que l'OTAN vient vraiment rebattre les cartes parce que les alliés qui font partie de cette alliance se font vraiment confiance. Ils se font confiance pour 3 raisons. La première, c'est qu'ils ont un ennemi commun qui n'est pas l'URSS mais qui est le communisme. Mais comme l'URSS incarne le communisme, ils détestent l'URSS, mais c'est vraiment l'idéologie communiste qu'ils rejettent en bloc. Deuxièmement, ils ont un passé de collaboration militaire parce que les têtes pensantes de l'OTAN, c'est bien évidemment les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont réussi à collaborer pour des petites opérations militaires comme le D-Day, autrement appelé aussi le débarquement en juin 1944. Et c'est une alliance qui est censée rassembler des pays qui ont été nourris aux libertés civiles et aux droits humains fondamentaux. Ce qui va vraiment nous intéresser pour la vidéo, c'est le fameux article 5 donc de ce traité-là qui stipule que les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord serait considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Je pense que c'est plutôt clair, mais autrement dit, lorsque l'on agresse ou attaque un pays membre de l'OTAN, c'est comme si on attaquait tous les membres de l'OTAN. Voilà pour les bases, vous avez à peu près tout. Je sais qu'il y a plein d'autres choses à couvrir sur l'OTAN, que les Américains, ils en avaient pas vraiment envie à la base, qu'ils voulaient juste garder le monopole de l'arme nucléaire, ou encore que lors de la création de l'OTAN, parmi les têtes pensantes, il y avait des anciens nazis, par exemple. Voilà, petite info que je vous glisse. Mais c'est pas le but de faire l'histoire de l'OTAN. Donc maintenant, comme vous savez que l'OTAN est née dans la guerre froide, je vais vous demander combien il y a eu d'interventions militaires de l'OTAN durant la guerre froide, c'est-à-dire entre 1949 et 1990.
Zéro, voilà, nada, aucune intervention militaire n'a eu lieu durant la guerre froide de la part de l'OTAN. La première intervention de l'OTAN, elle date de 1994, durant la guerre de Yougoslavie. La guerre de Yougoslavie, c'est une guerre qui est hautement complexe et que tout le monde a oublié, et on fera sûrement une vidéo un jour dessus. Mais ce qui nous intéresse dans la vidéo, c'est que cette intervention-là n'est pas du propre chef de l'OTAN, c'est-à-dire que c'est une demande de l'ONU. En fait, ce qu'on va observer globalement post-guerre froide, c'est que l'OTAN, qui a perdu son ennemi principal, qui était donc le pacte de Varsovie, qui est l'équivalent de l'OTAN en URSS, l'OTAN va donc se transformer en une sorte de bras super armé de l'ONU, qui peut quand même agir de son propre chef et dont la cohésion de ses membres n'est pas toujours hyper solide. Et pour ça, je vous renvoie à la volonté des États-Unis de vouloir envahir l'Irak en 2003 sous la bannière de l'OTAN, et qui a été un énorme flop, notamment grâce à la France. La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'OTAN, même s'ils ont fait aucune intervention militaire durant la guerre froide, ils n'ont pas du tout chômé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'existence même de l'OTAN résidait dans le fait qu'à un moment ou à un autre, il allait bien falloir démarrer l'URSS. Soit parce que cette dernière allait attaquer l'Ouest, soit parce que l'affrontement allait devenir inévitable. Et donc comment on fait? Eh ben on fait des exercices en permanence. Entre 1950 et 1990, il y a eu 33 exercices majeurs de l'OTAN, et par-dessus ça, entre 1969 et 1993, il y a eu ce qu'on a appelé les opérations annuelles d'envergure. C'est genre des répétitions générales de guerre, entre guillemets, assez glauque, mais c'est le cas. Et donc si on additionne tous ces entraînements, ça fait qu'il y a eu 57 exercices en 40 ans. Et les exercices, vraiment, ils sont très vastes. Ça va de apprendre à se battre dans le froid, à entraîner des unités de parachutistes en Turquie, à aussi des simulations de guerre nucléaire, en passant par un exercice qui consistait à est-ce qu'on déclencherait pas une troisième guerre mondiale, qui plus est nucléaire, sur un malentendu. Et pour en savoir un peu plus sur cet exercice-là, je vous invite à voir ma vidéo que j'ai faite sur les conflits et les armes nucléaires. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que plus la guerre froide tirait vers sa fin, plus les exercices de l'OTAN étaient extrêmement intenses. D'ailleurs, l'exercice le plus intense en termes de forces déployées reste à ce jour l'opération Reforger de 1988, où on a vu le déploiement de plus de 125 000 soldats pour un exercice, quand même du monde quoi, et qui constitue encore aujourd'hui la plus grande manœuvre militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Si maintenant on s'intéresse à ce qui s'est passé post-guerre froide, eh bien en fait il y a eu à peu près une cinquantaine d'exercices et plusieurs interventions à travers le monde, notamment en Irak, donc en Afghanistan, en Yougoslavie, en Macédoine du Nord, etc. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est que l'OTAN, une fois qu'il a perdu son némésis, il s'est trouvé une nouvelle raison de vivre dans le fait de continuer ses exercices et dans le théâtre des opérations extérieures. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça, c'est à vous d'en juger, mais globalement, l'OTAN intervient très souvent sous la bannière de l'ONU, donc on ferait mieux de se poser la question de savoir est-ce que l'ONU a raison de demander à l'OTAN d'intervenir. Et si on est honnête, à peu près toutes les interventions sur des théâtres extérieurs qu'il y a eu, qu'il y ait l'OTAN ou pas, les États-Unis seraient probablement intervenus militairement sur ces terrains-là. La question qu'on peut se poser et qui va nous aider à répondre à notre titre de la vidéo, c'est de savoir est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de l'OTAN? On en a quelque chose à faire pour deux raisons. La première, c'est sa politique d'élargissement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, l'OTAN, c'est 12 membres. Et que entre 1949 et 1990, donc toujours cette fameuse période de la guerre froide, il n'y a eu que 4 ajouts, dont 3 qui ont lieu entre 1952 et 1955, qui sont l'ajout de la Grèce, la Turquie et l'Allemagne de l'Ouest. Et en 1982, ils rajoutent le 4e pays qui est l'Espagne. Donc l'OTAN, pendant 40 ans, ils n'ont pas rajouté grand monde, et si on fait une statistique éclatée, c'est un pays supplémentaire tous les 10 ans. Et en fait, la problématique, entre guillemets, elle se passe surtout après la guerre froide. Parce que en 1999, il y a eu 3 pays supplémentaires qui ont été ajoutés, qui sont la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. Et ces 3 pays sont 3 pays qui faisaient partie du pacte de Varsovie. Après, on a eu la deuxième vague en 2004
2004 où là ils y sont allés vraiment en mode porte ouverte. Et là on a le rajout de la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Voilà. Et ensuite c'est un peu plus dilué dans le temps, mais ça reste quand même conséquent parce que en 2009 on a le rajout de l'Albanie et de la Croatie. En 2017 on a le rajout du Monténégro. En 2020 on a le rajout de la Macédoine du Nord. Donc après que l'OTAN soit intervenu chez eux, ils ont vu la bande démo et ils se sont dit putain les gars, où est-ce que je signe, j'ai trop envie de rentrer dans votre club. Pour finir, en 2023 on a la Finlande et en fonction de quand vous regardez la vidéo, peut-être en 2024 la Suède. Qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit c'est que littéralement tous les pays du pacte de Varsovie font maintenant partie de l'OTAN et qu'on a aussi dedans 3 pays de l'ex-URSS. C'est-à-dire que les 2/3 des pays qui ont été rajoutés post-guerre froide étaient tous, d'une manière ou d'une autre, reliés à l'ennemi de l'OTAN, l'URSS. Donc on peut y voir un hasard ou une volonté de l'oncle Sam. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Et en vrai, ce qu'on peut surtout en tirer, c'est que c'est définitivement l'aspect militaire qui prime. Parce que le truc de dire oui, mais l'OTAN, c'est plus vraiment une organisation militaire, c'est une organisation politique, qui a été notamment un des arguments pour dire pourquoi il devrait subsister après la guerre froide, ça marche pas vraiment. Parce que une des principales conditions est la participation au budget militaire de l'OTAN, c'est-à-dire qu'il faut mettre un certain nombre de son pourcentage du PIB dans le budget global de l'OTAN et que surtout, comme tous ces pays-là se trouvent en Europe, si c'était vraiment juste une alliance idéologique, politique et à terme économique, pourquoi l'Union européenne ne suffit pas? Et d'ailleurs, sur les 15 nouveaux membres de l'OTAN, il y a seulement la Macédoine du Nord, le Monténégro et l'Albanie qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui sont quand même candidats. Et que donc, une des vraies choses qui différencie l'OTAN de l'Union européenne, c'est bien évidemment que l'un est représenté par une armée et l'autre non. Petite parenthèse historique, vous avez peut-être entendu parler du fait que les Américains avaient promis à l'URSS que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. En fait, en 1990, James Baker, donc, qui est le secrétaire d'État américain, avait fait une promesse orale à son homologue Edward Shevardnadze. Je suis désolé pour la prononciation, c'est terrible, et à Gorbatchev, le leader de l'URSS. Et il avait déclaré que la juridiction militaire actuelle de l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est. Avec les archives qui ont été déclassifiées, on a pu en savoir un peu plus sur comment ça s'était réellement déroulé. Ce que les faits nous disent, c'est qu'il y a eu a priori une promesse orale, mais qu'il n'y a rien eu d'écrit, et lorsque en relation internationale on n'écrit rien, et bah en fait c'est comme si on n'avait rien dit. La deuxième raison de pourquoi on devrait en avoir quelque chose à foutre de l'OTAN, eh bien c'est l'Ukraine. On va pas s'attarder vraiment sur l'Ukraine, mais l'élément qu'on veut retenir, c'est que l'Ukraine a rappelé qu'une guerre à haute intensité pouvait avoir lieu en Europe. Ça, c'est bien évidemment parce que tout le monde a oublié la guerre en Yougoslavie. Et si on regarde vite fait l'histoire du début des années 2000, les seuls pays qui ont subi des interventions militaires, c'est la Géorgie et l'Ukraine, et le seul pays qui est actuellement très menacé par une autre guerre serait la Moldavie. Et ces 3 pays ont tous été menacés par la Russie et sont tous 3 des pays de l'ex-URSS. Ce qu'on peut voir, c'est que les pays comme la Lettonie, la Lituanie ou l'Estonie qui faisaient aussi partie de l'URSS, eux font partie de l'OTAN et eux ne sont pas actuellement directement menacés par la Russie. Donc la logique qu'on peut en retenir, c'est que faire partie de l'OTAN, à cause de l'article 5, permet a priori d'éviter de se faire envahir. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Que l'OTAN, c'est absolument pas une organisation politique, mais vraiment une organisation militaire. Que ne pas faire partie de l'OTAN, c'est devoir se défendre seul, et en faire partie, c'est s'assurer quand même un filet de protection relativement important. Et la troisième chose qu'on peut retenir, c'est que l'OTAN s'étend inexorablement à l'Est. Avec toutes ces informations, est-ce que l'OTAN veut déclencher une guerre mondiale? Bien la réponse, c'est probablement pas. Premièrement, parce que le fait de faire des exercices militaires n'est aucunement le signe de vouloir faire la guerre. Comme dit l'adage, qui veut la paix prépare la guerre. Et aussi se préparer à la guerre, dans la logique actuelle des armées, c'est quelque part l'éviter. C'est la logique de dissuasion militaire. C'est-à-dire envoyer un message de dire « Regarde, je suis tellement bien entraîné, j'ai tellement une armée de dingos que m'attaquer, vraiment, il y a zéro bénéfice à le faire. » Et ça, c'est littéralement le but de l'OTAN, depuis toujours.
Et d'ailleurs, plus le danger est intense et accru, plus les exercices vont l'être. En 1983 et 1988, qui sont parmi les points les plus chauds de la guerre froide, les exercices ont été aussi extrêmement intenses. En 2022, la guerre est revenue en Europe et donc les exercices à haute intensité sont revenus aussi. Deuxièmement, est-ce que l'extension de l'OTAN contribue à augmenter les tensions? Eh bien ça, si on réfléchit 2 minutes, oui et non. C'est-à-dire que non, parce que premièrement, les pays choisissent d'adhérer à l'OTAN. Ces pays, ce qu'ils voient à travers l'OTAN, c'est d'être en mesure d'assurer leur sécurité. Et quelque part, le blâme reviendrait davantage à l'Union européenne et plus largement à l'Europe de ne pas avoir su assurer sa propre sécurité. C'est-à-dire de ne pas avoir eux-mêmes constitué une sorte de OTAN européen. Mais par contre, pourquoi ça peut contribuer à augmenter les tensions? C'est parce que les relations internationales sont extrêmement réalistes et que chaque acteur agit dans son propre intérêt. Et que la Russie ou les États-Unis sont des pays impérialistes. Et quand je dis le terme impérialiste, c'est vraiment à son sens le plus strict, c'est-à-dire que ce sont des États qui visent à réduire d'autres États sous leur dépendance économique ou politique. Donc en soi, en relations internationales, lorsqu'un pays passe d'un impérialiste à un autre, c'est généralement pas une bonne nouvelle. Donc c'est sûr que si on prend ça d'un point de vue strictement de relations internationales, plus le temps avance, plus l'influence des États-Unis gagne en Europe et celui de la Russie décroît. Donc en conclusion, l'OTAN en fait, c'est pas une organisation qui cherche fondamentalement la guerre. Parce qu'en fait, la logique derrière l'OTAN, c'est de dire que plus il y a de personnes qui vont faire partie de cette alliance, plus le monde techniquement sera stable, mais ça contribue aussi que ceux qui n'en font pas partie s'allient aussi en bloc pour pouvoir répondre au bloc militaire que va représenter l'OTAN. Comme toute organisation militaire, elle cherche surtout à s'y préparer. La question vraiment derrière tout ça, c'est de savoir est-ce que se préparer à la guerre, c'est la déclencher. Dans un monde idéal, l'OTAN post-guerre froide se serait démantelée de son propre chef puisque la logique des blocs était en train de s'effondrer et l'Union européenne ou l'Europe aurait assuré sa propre sécurité. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la Russie en 1990 avait voulu à un moment déposer un dossier pour être membre de l'OTAN. Si ça s'était réalisé, aurait vraiment rendu l'OTAN complètement inutile ou serait vraiment devenu la branche armée de l'ONU. La vraie nouvelle déprimante par contre, c'est qu'on est vraiment revenu dans une logique de bloc, dans une logique de guerre froide et que donc on n'a pas seulement récupéré les films des années 80 mais aussi la situation géopolitique mondiale et ça c'est quand même triste. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à la question, même si c'est un sujet complexe, j'ai pas pu couvrir tous les éléments, j'ai essayé d'en couvrir le maximum ou en tout cas d'être le plus clair possible. Donc si jamais la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, je t'invite aussi à t'abonner. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Des bières et débats et qui est disponible sur toutes les plateformes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve très vite pour une prochaine. Bye!